générique va partir. Bonjour à toutes et tous. Merci à nos invités d'être avec nous. Bonjour Florence. On est réunis pour une nouvelle émission Aliancy Insight dédiée au futur du travail. Alors, chez Aliancy, depuis bientôt 10 ans, ce sera l'anniversaire en fin d'année, on décrypte l'impact du numérique sur vos organisations. Alors, on a beaucoup travaillé sur les sujets IT, data, humain, mais on doit reconnaître que après plus de 5000 interviews d'Aliancy, on n'a malheureusement pas assez donné la parole aux DRH. Oui. Souvent, peut-être pas toujours omniprésent, enfin plus difficile à aller chercher pour nous pour parler du sujet de transformation numérique. Ceci, tout ce qu'on vit depuis quelques mois, quelques années maintenant, malheureusement, remet le DRH sur le devant de la scène. Florence? Oui, bonjour Sylvain, bonjour à tous. En effet, on a lancé en janvier une nouvelle rubrique qui s'appelle Futur du travail et dans laquelle on va donner la parole plus largement aux DRH. Une rubrique que tu portes, tu nous as rejoint maintenant oui. Depuis le mois de janvier pour porter cette rubrique. C'est ça, officiellement. Donc, je suis donc l'interlocutrice des DRH et des managers. Et dans toutes les interviews qu'on a menées là, depuis 3-4 mois, il y a une question qui revient tout le temps, c'est la question du sens du travail. Alors le sens qui est en plus de plus en plus mis sur le devant de la scène par rapport à ces enjeux dans le cadre du télétravail, du travail hybride. Florence? Oui, travail à distance, ça a reposé cette question de manière exacerbée. C'est pour ça qu'on a choisi de la traiter ce soir, puisque ça fait partie des fondamentaux de la profession. Alors, quelques mots-clés qu'on va développer autour de nos invités. L'engagement, l'expérience collaborateur, l'automatisation aussi. Oui, parce que l'automatisation, quand on se projette vers demain, c'est un sujet qui, lui aussi, repose la question du sens. Alors, je vais dire le temps que tu prennes ta place, mais je crois que c'est toi qui es en place, c'est moi qui vais devoir bouger. Donc, le temps que tu présentes nos invités et que tu te rapproches d'eux. Quelques mots sur le déroulé de cette session. Alors, je vous rappelle que vous avez le chat. Alors, je vais être là, sur le plateau, pour relayer vos questions. N'hésitez pas à interagir, on va le faire tout au long de la session. Et puis, alors maintenant, je me tais, parce que tu as beaucoup de travail, je crois, Florence, avec nos invités, qu'on va encore remercier d'être avec nous. Bonjour à tous les quatre. Alors, une rapide présentation pour commencer. Rémi Prugnot, vous travaillez à la SNCF et d'après votre intitulé de fonction, vous êtes précisément en charge du futur du travail. On développera ça tout à l'heure, mais je crois que c'est important de savoir aussi que précédemment, vous avez travaillé dans les sujets d'innovation, de RH et de digital. Coralie Pérez, bonjour. Vous êtes économiste, ingénieure de recherche à l'Université Paris 1 et vous êtes co-autrice d'un essai qui s'appelle « Quand le travail perd son sens ». Dominique Guiffard, CTO de Savencia, le groupe agroalimentaire, vous allez nous présenter ce soir un cas d'usage pour lequel vous avez travaillé main dans la main avec le DRH du groupe. Et Christophe Bouchardot, bonsoir, en charge du développement de Nextthink pour la zone Europe du Sud. C'est vous qui avez aidé Dominique à implémenter l'outil de mesure dont nous allons parler ce soir. Et vous êtes là pour nous parler aussi d'adoption et d'expérience collaborateur. Alors Florence, si vous voulez challenger nos invités avec un icebreaker. Oui. Pour faire connaissance avant d'attaquer les interviews, je vous propose à tous les quatre de prendre 30 secondes, ce qui est peu, pour choisir un adjectif qui va qualifier le futur du travail et surtout pour nous expliquer pourquoi vous avez choisi cet adjectif en nous racontant une petite anecdote. Rémi, à vous l'honneur. Merci Clémence. Ouais, c'est quasi mission impossible, mais je pense à créatif, la création, parce que je pense qu'on a tous dû se réinventer pendant la période, et notamment chez nous, quand le confinement est arrivé, on a lancé ce qu'on appelait des pitchinos pour faire connaître des sujets qu'on voulait porter ou, voilà, sous forme de webinaire. Le premier était sur le télétravail, bien sûr, vers le télétravail pour tous, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, et je trouve qu'on est rentré dans une ère d'expérimentation assez forte, et donc il va falloir être créatif. Et c'était aussi un des sujets qu'on avait abordé sur l'économie de la passion, en fait, l'économie de la création. Voilà, qui est un sujet aussi de plus en plus important. Donc voilà, c'est le mot que j'ai retenu. Mais il y en aurait d'autres. La créativité ne naît pas toute seule, il faut travailler un peu. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Coralie, à vous. Alors moi j'ai choisi le travail démocratique. Voilà.
Alors pourquoi? En fait, il y a beaucoup de témoignages autour du sens du travail qui posent, je trouve, la question des discussions, des débats autour du sens du travail en entreprise. J'ai été particulièrement frappée par un entretien que j'ai trouvé dans un ouvrage de Célia Izoard sur pourquoi j'ai changé de métier, qui décrit le profil d'un ingénieur, un élève de grandes écoles qui a soutenu une thèse en robotique et qui a été employé par une start-up florissante pour développer l'automatisation des véhicules, en fait, les véhicules autonomes, pour favoriser les mobilités durables. Et puis, très passionné par ce qu'il faisait, il a été invité dans un salon pour présenter ses recherches, et une journaliste lui a demandé, mais finalement, à quoi ça sert les véhicules autonomes? Pourquoi supprimer les chauffeurs? On pourrait faire des mobilités durables en conservant les chauffeurs. Et il s'est trouvé dans l'incapacité de répondre à cette question. Il a demandé autour de lui dans l'entreprise, notamment à son manager, qui lui a dit bah, « écoute, je ne sais pas. En fait, peut-être qu'on va libérer comme ça du temps aux chauffeurs qui n'auront plus d'emploi et qui eux-mêmes pourront réinvestir ce temps dans la transition écologique. » Bon, c'est une réponse qui ne l'a pas convaincu. Il est tombé en quelque sorte en crise de sens. Il a fait un burn-out. Pendant ce burn-out de plusieurs mois, il a réfléchi à développer un projet pour son entreprise qui viserait à remettre la transition écologique au cœur du projet de cette entreprise. Son projet n'a pas été retenu par l'entreprise. L'entreprise a dit « ça ne nous intéresse pas, nous on a des actionnaires, on travaille à court terme et développer un projet de long terme, voilà, ça ne rentre pas dans nos préoccupations ni dans nos priorités ». Donc ce jeune et brillant ingénieur a démissionné pour se mettre au service de la transition écologique en donnant des cours dans les écoles d'ingénieurs. Et il a conclu son témoignage en disant le travail est politique parce qu'on transforme le monde par notre travail. Voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous et je pense que j'y reviendrai plus tard. D'accord, on comprend bien le choix de l'adjectif démocratique. Vous avez tous les quatre choisi des adjectifs très différents. Dominique, à vous? Alors moi j'ai retenu l'adjectif adaptatif parce que c'est le constat que nous avons pu faire dans les 2 dernières années et encore actuellement, c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans les échanges que nous avons avec les équipes. Alors je vais illustrer ça par 2 exemples. Le premier, c'est que Savencia, lors des 2 dernières années, a recruté un peu plus de 500 stagiaires et alternants, ce qui est quand même quelque chose de considérable en France. Et tout s'est fait par l'intermédiaire de l'outil digital. C'est-à-dire pour un grand nombre d'entre eux, ils n'avaient jamais vu leur manager en physique, ils n'avaient jamais intégré les bureaux de la société, des différentes filiales. Et c'est un véritable challenge. Donc tout le monde s'est adapté et tout le monde va continuer de s'adapter. Et à l'heure actuelle, dans la filiale informatique dans laquelle je travaille, nous avons proposé le Flex Office à l'ensemble aux collaborateurs de la partie parisienne. Et il s'avère que récemment, ils nous ont demandé d'aller encore plus loin. Si au départ, il y avait encore quelques contraintes, désormais, ils attendent encore plus d'adaptation. Très bien, donc on continue d'évoluer. Adaptatif, merci Dominique. Christophe, un 4e adjectif? Alors moi, j'ai choisi bouleversant. Alors pourquoi bouleversant? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on entre dans une ère où effectivement le futur du travail, on l'a tous compris, va être bouleversé. Qu'aujourd'hui, ce qui était fondé sur des décennies d'habitudes de travail sont remis en cause. Hein. Un col blanc aujourd'hui et demain particulièrement ne travaillera plus jamais comme il a travaillé auparavant. Aujourd'hui, on assiste également à une accélération et une obligation de surcréativité pour enrichir et créer le lien social dans ces nouveaux environnements. Et c'est bouleversant dans un 3e lieu parce que on constate que le numérique, le digital est complètement invasif, envahit notre espace intime et mixe cet aspect personnel, professionnel dans quelque chose qui est encore difficilement maîtrisable et sur lequel on a encore beaucoup à apprendre. Donc c'est à ce titre-là que j'ai choisi cet adjectif. Bouleversant. Et donc vous injectez de l'émotion dans cette série d'adjectifs. Ah bien sûr, c'est essentiel. Ce qui est essentiel et ce qui est bien, parce que c'est quand même une discipline de sciences humaines. Je sais que Rémi va nous parler aussi de poésie et de rêverie. Mais avant de commencer, Rémi, peut-être votre fonction en charge du futur du travail, c'est pas une fonction très courante. Moi, c'est la première fois que je la voyais d'ailleurs. Vous pouvez nous préciser votre périmètre?
Ouais, c'est parce que j'ai été la chercher. En fait, elle n'existe pas en tant que telle. Je suis directeur de programme dans une équipe à la direction numérique donc, du groupe SNCF sur les sujets plutôt prospective et stratégie et déclinaison de feuilles de route. Par contre, c'était des sujets futur du travail qu'on avait imposés quand j'étais côté Open Innovation. D'accord. Pour la partie collaborateur, et je vais même jusqu'à dire en anglais Future of Work, puisque SNCF. Alors, pour provoquer, mais dans le bon sens, pour provoquer le débat. Et en fait, tout ce qui a été un peu déjà évoqué était déjà là avant cette fameuse pandémie, mais c'était des signaux faibles ou qui ne nous concernaient pas directement, et depuis, ça a été mis à l'ordre du jour. Plus que jamais. Plus que jamais, exactement. Très bien. Alors, en parlant du premier confinement, justement, vous m'aviez dit que pile une semaine avant le 17 mars 2020, vous aviez lancé une task force consacrée au Digital Workplace, pour garder l'anglais. Est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous en retenez 2 ans après? Alors, la task force n'existe plus. Par contre, je crois que tout le monde a bien compris ce concept de Digital Workplace. Oui, c'était assez étonnant. On a l'habitude des explorations thématiques pour un peu se faire des convictions parce qu'on est un très grand groupe. Donc l'idée, c'était un peu de faire converger différents points de vue et notamment de mixer la partie RH, IT, immobilière autour de cet enjeu du Digital Workplace. Et on a lancé ça le 10 mars, effectivement. Donc le 16 mars, le monde a changé. Et là, ça a pris tout son sens. On y reviendra, mais en termes d'outils, c'était déjà déployé, mais un peu comme tout le monde, on a surtout découvert les usages et la duplication du présentiel en distanciel qui n'a pas très bien fonctionné, qui nous a bien fatigués. Suite à ça, en fait, il y a eu des projets qui ont continué, notamment des projets immobiliers, et qui ont voulu intégrer en fait cette notion de digital workplace au sens large dans leurs projets immobiliers, notamment refonte de siège social. Et en fait, le digital workplace, bien sûr, il y a le mot digital, il y a le mot workplace. L'idée, c'était d'aller aussi sur des enjeux de workplace au sens large qu'on avait déjà un peu anticipé dans le cadrage, et puis d'aller sur les sujets de work, en fait, tout simplement. Et si je tire le trait de Future of Work ou de New Ways of Working, quelquefois. C'est ça. Alors juste parce que je sens tenue de replacer cette phrase à laquelle je tiens beaucoup. Quand on a préparé cette émission, vous m'aviez dit « Dans le futur du travail, il y aura du temps pour la rêverie ». Vous pouvez nous donner 2-3 détails de plus? Alors c'est un souhait, en fait, souvent un des grands piliers du Future of Work, c'est les sujets d'automatisation. Oui. Et donc de recherche de productivité, de performance, de temps utile, justement pour dégager du surplus de temps pour les collaborateurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de ce temps? Et même on a découvert, je trouve, pendant ce travail en remote, ce besoin un peu de temps à soi, un peu inutile, alors qu'on peut associer à la rêverie, mais qui n'est pas si inutile puisque ça permet justement d'être productif quand il le faut. Et le travail, c'est aussi ça, c'est pas que du temps quantifié, les tâches automatisables, c'est que quelquefois il y a des interstices individuels ou collectifs qui sont un peu propices à la rêverie. Alors une des pratiques, nous, qu'on faisait avant avec l'équipe, c'était plus difficile en confinement, mais quoique, c'était les walking meetings par exemple, c'est-à-dire que vous faites des réunions en marchant et votre esprit vagabonde, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous avez forcément préparé les choses, mais petit à petit, il y a une autre manière d'aborder, c'est laisser un peu la créativité s'instaurer. Donc voilà, plus on automatise, plus on pourra rêver. Merci. Est-ce que les robots rêvent? Je ne sais pas, ça c'est... Il y a une autre phrase que vous avez eue qui est restée dans mon oreille quand on parlait du travail à distance. Vous m'avez dit, le télétravail, on en a fait une question de lieu, mais en réalité, c'est une question de temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors on parlait du digital workplace, du workplace. C'est vrai que tous les sujets autour du sens du bureau, pourquoi revenir au bureau, comment aménager ses bureaux, comment gagner des mètres carrés, comment mettre en place du flex office par exemple. Certes, le lieu est important, mais aussi je trouve qu'on a découvert un autre rapport au temps. On a enchaîné, notamment pendant la période de mars-avril, les tunnels de Zoom ou de Teams, et on s'est dit que c'est plus possible, et on a envie de retrouver du temps à soi, et notamment, pour moi, ce qui a été un peu frappant dans les pratiques, c'est vraiment la découverte de l'asynchrone. C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même une culture très orientée vers le synchrone, on faisait des réunions en présentiel, on s'est rendu compte qu'on pouvait les faire en distanciel, mais est-ce qu'on a besoin de faire ces réunions tout le temps en synchrone? Et voilà, le travail, c'est aussi la production d'un livrable, c'est pas forcément que faire des réunions, c'est essentiel, mais voilà. Donc je trouve que voilà, on a redécouvert cette notion de temps, du temps de travail, mais aussi du temps pour soi et tous les équilibres de vie privée, vie pro, on a envie de se réapproprier du temps, et surtout de redonner un sens de temps utile, je trouve. Très bien.
Donc les unités de temps, l'espace, le temps, l'action. Oui. Vous parliez... Juste sur l'action, c'est vrai que c'est difficile de prendre des actions à distance face à une caméra, je trouve, et certaines décisions sont encore plus difficiles. Donc il y a des choses un peu positives, mais on a vu des cas d'usage quand même de plans de licenciement à distance. Oui. C'est quand même des pratiques, voilà. La prise de décision est quand même assez particulière, je trouve. Donc là aussi, peut-être que ça va perdurer avec ces nouveaux usages. Voilà. Donc c'est ces 3 unités un peu qui nous ont frappés et qu'il a fallu réinterroger au sens large. Très bien. Une dernière question qui concerne les bureaux, les sièges sociaux. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous avez eu l'occasion de travailler sur la conception d'un nouveau siège social pour la branche fret, je crois. Vous pouvez nous dire comment ça s'est articulé avec toute cette réflexion engagée depuis mars 2020 ? Alors je ne suis pas venu sur les aspects vraiment purement immobiliers, rationalisation de mètres carrés, etc. Mais ils sont passés de 15 000 mètres carrés à 5 000 mètres carrés en cible. Donc le projet avait été lancé avant le confinement. Moi je suis arrivé quelques mois après. Et il a bien fallu intégrer tout ce qu'on vivait dans cet nouvel espace. Alors heureusement, c'était aussi une promesse un peu d'avoir ce workplace un peu digitalisé, ce HQ digital comme on dit. Moins de mètres carrés, plus de services. Ça n'a pas été facile parce qu'il a aussi fallu faire le projet à distance. Donc un projet immobilier à distance quand vous ne pouvez pas visiter, quand vous ne connaissez pas les gens. Moi, je n'avais jamais vu mes collègues. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Mais heureusement, il y avait un délai. Souvent, ça glisse dans la partie immobilière. Mais là, ça s'est fait. Il y a eu la bascule pendant l'été 2021. Et on était assez curieux de voir comment ça allait se passer en termes d'appropriation de la part des collaborateurs. Ce n'est pas des projets toujours faciles. Le groupe avait signé un accord télétravail aussi. Donc voilà, il y avait ces nouveaux usages. Et finalement, en une semaine, c'est comme s'ils étaient chez eux, quoi. Donc en fait, je pense que tout ce qu'on a vécu a été finalement quelque chose de positif pour justement aller sur des projets très fortement teintés de conduite du changement qui nécessitent d'habitude il y a un peu plus de résistance, je trouve. Et là, ils se sont appropriés parce que ça leur convenait très bien. Et pour revenir sur le volet vraiment digital sur lequel je me suis un peu attardé, on a vraiment voulu en fait monitorer tout ce qui se passait en termes d'usage. On n'avait aucune donnée, donc on ne savait pas le nombre de salles de réunion, le nombre de benches, etc. Donc on a vraiment mis des capteurs partout. Et l'idée, c'était de proposer quelque chose de très évolutif en fonction de ce qui va des usages. Donc là, il y avait 500 postes de travail, peut-être un peu moins, et plus de salles de réunion. Voilà. D'accord, très bien. Donc voilà, c'est un beau projet. Une question pour Rémi. En fait, qu'est-ce qui vraiment, si vous voulez résumer, ce qui a vraiment changé dans cette nouvelle expérience proposée, parce qu'on voit souvent, beaucoup de collaborateurs reviennent au bureau, mais pour être en visio avec un masque sur leur place. Donc aujourd'hui, si on a quelques conseils à retenir de ce que vous pouvez. Eh bien justement, alors avec la partie plus architecturale, on a travaillé sur les salles de réunion et on a proposé, par exemple, j'avais rarement vu ça, mais des formats demi-lune, c'est-à-dire les salles rondes, les tables rondes et non pas carrées, de manière à ce que tout le monde se sente un peu immergé quand on fait une conférence en mode hybride en fait. Donc je sais que Google a fait ça avec des écrans, une personne une sur deux, vraiment cette vision un peu plus ronde et non plus rectangulaire ou carrée qu'on pouvait avoir. Ils étaient un peu inquiets au début sur le fait que il y avait du flex office, enfin voilà, il a fallu travailler ça, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait de la place. Là, les outils digitaux ont trouvé tout leur sens immédiatement parce qu'ils ont pu réserver leur salle, ils ont pu, voilà. Et puis, là aussi, on a utilisé les techniques, c'est-à-dire que tout n'était pas prêt quand ils sont arrivés, puis on a agrégé petit à petit les services, donc la cantine, réservation du parking, etc., etc. Et là, ils ont vu la valeur. Et puis, on en a profité aussi pour aller sur des enjeux un peu plus écologiques, donc vélo électrique, etc. Donc, c'est à Saint-Ouen aussi, ça aussi c'était important. Comment on intègre aussi le quartier, c'est le 93, c'est pas forcément évident. Mais au final, on a eu toutes les entités du groupe qui sont venues visiter le siège pour voir un petit peu en mode Rex. Alors tout n'est pas parfait, etc. Mais globalement, moi, pour avoir fait d'autres projets immobiliers, je trouve que finalement le contexte a aidé. Voilà. Modulo des cas très personnels de collaborateurs qui vivaient un peu mal le télétravail au sens large. Très bien. Je vous ai vu tous les trois opiner de la tête. Donc je pense que vous aurez beaucoup de choses à vous dire pendant le temps d'échange qui va suivre. Coralie, je vous ai vu aussi hocher la tête. Dans ce que disait Rémi, ça m'a fait penser à ce que vous-même m'aviez dit, parce que Rémi, on a parlé ensemble des risques. Vous évoquiez il y a un instant le risque de fatigue, lassitude de la visio,
la rudesse de certaines discussions quand elles se font par écran interposé. Bon. Coralie, vous m'avez parlé, vous aussi, de risques très concrets, à commencer par les arrêts de travail. Ce que je vous propose, c'est de commencer par passer un peu de temps sur la définition du sens du travail, puisque c'est un concept qui n'est pas forcément limpide pour tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément la même définition, et pourtant c'est quelque chose de... c'est pas théorique, c'est quelque chose de très pragmatique. Très bien. Alors d'abord, c'est une préoccupation que l'on sentait émerger avant même la crise sanitaire. Il se trouve que la crise sanitaire a certainement accéléré, je crois que ça a été dit précédemment, un certain nombre de phénomènes, dont les interrogations qu'ont les salariés sur le sens de leur travail. Et d'ailleurs, après la crise sanitaire, on voit ce grand mouvement de démission aux États-Unis, The Big Quit, où des millions de salariés américains quittent leur emploi. En France, il n'y a pas autant de démissions, certes, mais il y en a quand même dans des métiers que l'on considère comme essentiels, à l'hôpital, dans les EHPAD, où les aides à domicile démissionnent, chez les enseignants. Donc on voit bien qu'il y a là une problématique qui n'était pas réellement prise en charge jusqu'à présent par ce qu'on avait identifié comme étant les risques psychosociaux. Et donc il y avait la place, voilà, pour construire une réflexion sur le sens du travail. Alors il existe dans la littérature beaucoup de choses sur le sens du travail, en sciences du management notamment, il y a beaucoup de travaux. Nous on a ressenti le besoin de partir finalement de la psychodynamique du travail, c'est-à-dire les économistes sont assez peu équipés pour parler du sens du travail. Le travail, c'est soit le travail aliéné, que l'on fait par obligation contre un salaire, ou bien on parle de bonheur au travail, de satisfaction au travail. Nous, le sens du travail, on prend le travail comme une activité de transformation du monde et de transformation de soi. Et en ce sens, on a 3 dimensions qui, selon nous, construisent le sens du travail. La première dimension, c'est l'utilité sociale. C'est faire un travail pour lequel on a le sentiment qu'on puisse transformer positivement le monde. Donc ça rejoint un peu les entreprises à mission. Voilà, et les métiers qu'on a considérés comme essentiels, justement, se soigner, nourrir les gens, etc. La deuxième dimension, c'est pas le tout d'avoir un métier pour lequel il y a des finalités louables, mais c'est aussi de pouvoir l'exercer sans contrevenir à ses normes professionnelles et ses valeurs morales. C'est ce qu'on appelle la cohérence éthique. Voilà. On voit bien par exemple que les soignants pendant la crise sanitaire, ils sentaient très fort leur utilité sociale, mais quand on est obligé de trier les malades parce qu'il n'y a pas assez de places, de lits d'hôpitaux, on est là face à des conflits moraux, éthiques, par exemple. Et la troisième dimension, je dirais qu'elle rejoint un peu ce que vous avez dit sur il est important de rêver, la créativité, puisque c'est la capacité de développement. La capacité de développement, c'est pouvoir mettre dans son travail ses habiletés professionnelles, pouvoir apprendre du travail. Et évidemment, ça c'est très lié à l'organisation du travail. Quelle organisation du travail nous permet justement de mettre en œuvre nos compétences et de pouvoir, encore une fois, apprendre du travail, pouvoir laisser une place à la créativité et à l'innovation. Donc voilà ce que nous on définit comme le sens du travail. Alors quand je dis nous, j'ai omis de le préciser, je ne travaille pas seule sur ce sujet. Mon co-auteur est Thomas Coutreau, qui est chef du département conditions de travail à la DARES, donc au ministère du Travail. Voilà, donc on a fait un document de travail qui développe ce que je viens de dire. Donc dans notre travail, il y avait cette partie définition, et puis ensuite, on a essayé d'objectiver ces dimensions du sens de manière à pouvoir mesurer, construire un score de sens du travail. Donc c'est ce qu'on a fait précisément avec les enquêtes conditions de travail. On a cherché pour chacune de ces dimensions des variables qui nous permettait donc d'étayer ces dimensions, et on a construit comme ça un score de sens. Donc j'en viens à présent aux résultats dont vous parliez initialement. On arrive comme cela à mettre en évidence que face à une perte de sens, les salariés sont plus enclins à faire des mobilités volontaires. Alors, de mémoire, je crois qu'il y avait 17% des salariés hors CDD, intérim bien évidemment, qui avaient connu une mobilité professionnelle, changement d'entreprise ou de métier entre 2013 et 2016, et ils étaient 22% parmi les salariés qui trouvaient le moins de sens à leur travail, les 20% qui trouvaient le moins de sens à leur travail. Donc, il y a un effet, alors les mobilités volontaires, des démissions, d'une perte de sens sur les mobilités.
Autre résultat aussi intéressant, c'est que pour les salariés qui connaissent une perte de sens au travail entre ces deux dates, 2013 et 2016, on constatait aussi une augmentation de la part d'entre eux qui déclaraient au moins un jour d'absence pour maladie. Et le cas échéant, le nombre de jours d'absence pour maladie était plus élevé pour les salariés qui avaient connu une perte de sens du travail entre les deux dates. Alors tout ça, toutes choses égales par ailleurs, hein, comme on dit, puisque c'est des résultats de modèles économétriques. Donc il y a, selon nous, encore voilà, des choses à approfondir sur cette question, mais tout intérêt voilà, à documenter plus avant cette question de la perte de sens, en réalité, hein, au travail, et ses conséquences pour les entreprises. Très bien, je vous remercie, c'est limpide. Alors Sylvain nous le disait en introduction, on s'adresse pour partie ce soir à un public de managers et de DRH. Est-ce qu'on peut essayer de leur donner un peu d'inspiration, notamment en désignant quelques leviers à actionner pour, je ne sais pas si on peut dire pour reconquérir le sens, mais en tout cas pour éviter de le perdre? Alors évidemment, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, l'anecdote, montrait bien que les managers peuvent être désarmés quand des salariés posent des questions sur les finalités de l'entreprise, puisque les finalités de l'entreprise, en réalité, elles sont rarement discutées avec les salariés et peut-être même avec le management intermédiaire, voire les RH qui, souvent, je crois, ne sont pas au COMEX de l'entreprise. Enfin, peut-être vous me contredirez, hein, c'est vous les spécialistes. Donc voilà, il faudrait en fait recréer du dialogue autour des finalités dans l'entreprise. Un des résultats qu'on met en évidence dans notre travail, c'est que parmi les facteurs de perte de sens, il y a le fait de connaître des changements organisationnels récurrents. Voilà. Donc on a tout un développement autour de ça. Moi je l'ai constaté aussi dans des entretiens que j'ai pu conduire auprès de salariés qui vivent des restructurations permanentes, des changements organisationnels qui leur font totalement perdre de vue ce pourquoi ils travaillent. Voilà. Ils ont l'impression finalement de tourner à vide et voilà. Et donc ils ne s'engagent plus. Donc il y a là une vraie question effectivement. Qui peut, encore une fois, je pense, peut-être être prise par discuter des finalités. Tout à fait. Oui, c'est quelque chose sur lequel on peut agir, clairement. Dernière question, Coralie. Vous travaillez sur le sujet depuis longtemps. Vous avez épluché les enquêtes conditions de travail de la DARES. Est-ce qu'il y a un chiffre, un élément qui vous a particulièrement surprise ? Alors peut-être un élément que j'aimerais partager avec vous, c'est quand on a donc construit, comme je l'ai dit, ce score de sens du travail, on a regardé dans les familles professionnelles, finalement, comment elles se hiérarchisaient, parce que ce score n'a pas d'intérêt pour lui-même, hein, en valeur absolue, c'est justement sa valeur relative qui est intéressante, c'est de pouvoir comparer notamment les professions entre elles. Eh bien, la profession qui arrive en tête, comme finalement trouvant le plus de sens à son travail, ce sont les assistantes maternelles. On trouve également les coiffeurs, les coiffeuses, on trouve aussi, mais un petit peu plus bas, les médecins, les enseignants. Voilà. Et parmi celles qui trouvent le moins de sens à leur travail, on trouve les employés de banque. On trouve également, et ça nous surprendra peut-être moins, les ouvriers non qualifiés de la manutention et des industries de process. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais pour dire que c'est assez intéressant voilà, de pouvoir regarder comment on situe ces professions qui sont, comme vous l'avez remarqué, du coup, pour celles qui donnent le plus de sens à leur travail, pas nécessairement les professions les plus qualifiées. Hein. D'une manière générale, ce sont les professions du care, qui trouvent le plus de sens à leur travail, particulièrement sur la dimension utilité sociale, mais également sur les autres dimensions. Très bien. Merci Coralie. Vous nous avez parlé tous les deux de mesures. Rémi, vous avez parlé de mesures des usages qui étaient faits dans le nouveau siège social. Coralie, vous venez de parler de mesures de score de sens. Alors je vous propose de rebondir sur un autre sujet mesure, puisqu'avec Dominique et Christophe, on a discuté d'un cas d'usage qui portait sur la mesure des outils informatiques, c'est-à-dire de manière très quotidienne, le poste de travail, le téléphone et les applications. On va vous présenter une courte vidéo qui revient en détail sur ces témoignages. Nous allons
parler d'accélération dans le cadre de l'amélioration de l'expérience collaborateur. Et qu'allons-nous accélérer ensemble? Eh bien, tout simplement le système informatique, puisque c'est lui qu'on accuse de lenteur la plupart du temps. Dominique et Christophe, qui sont deux profils scientifiques, vont nous parler de mesure, de métrologie. Ils vont nous expliquer comment par la mesure, on peut asseoir une discussion sur des données communes, partagées et indiscutables. À partir de ces datas-là, on peut réduire les gaspillages, on peut gagner du temps, on peut améliorer l'efficacité des outils et on peut même espérer rendre ces équipes plus heureuses. Alors, première question, Dominique. En tant que CTO, votre toute première initiative, c'était d'implémenter une solution de mesure des usages numériques. C'est exactement ça. C'était l'activité essentielle de tout CTO, c'est de pouvoir s'apercevoir ou mesurer, en fin de compte, la performance des outils que l'on met à disposition des collaborateurs. Alors, la performance d'un système d'information, ça englobe un certain nombre d'éléments qui vont du poste de travail jusqu'au data center, en passant par les réseaux, la sécurité, puisque la sécurité aussi des systèmes d'information est un élément maintenant qui est devenu de plus en plus important. Et donc, à l'image de ce que l'on peut faire dans un groupe agroalimentaire où on va collecter de la donnée à différents moments de la chaîne, de notre chaîne de valeur, que ce soit au niveau de la collecte de lait dans les usines ou même au niveau de la logistique, on va faire la même chose au niveau des systèmes d'information et donc collecter de la mesure technique tout d'abord, afin de pouvoir mesurer la performance, la résilience, la disponibilité de l'ensemble des maillons de cette chaîne qui constitue un système d'information. Vous m'aviez parlé également de l'importance de prendre en compte les situations locales et globales. Tout à fait, c'est-à-dire que dans un groupe agroalimentaire international, donc on essaye de, on va dire, massifier et d'avoir que les applications soient le plus standard possible, mais on doit aussi tenir compte des contextes locaux, des contextes réglementaires, des contextes même de culture, puisque il y a l'usage des outils informatiques peut éventuellement évoluer ou varier en fonction des pays. Donc, et il y a aussi des contextes RGPD, donc tout ce qui est sensible est lié à la donnée privée ou lié à la donnée consommateur. Donc tous ces éléments doivent être pris en compte afin de pouvoir mesurer, mais toujours dans le respect d'un contexte réglementaire local. Très bien. Une dernière question pour que nos spectateurs aient une idée claire des données que vous manipulez. Donc vous nous avez parlé de mesures de difficultés rencontrées par les collaborateurs, mais vous ne mesurez pas seulement les problèmes, vous mesurez aussi la pertinence et la rapidité avec laquelle vous les résolvez. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'éviter l'incident. Et pour éviter l'incident, on doit pouvoir en continu collecter cette donnée. Collecter ces données, c'est-à-dire des éléments, ce qu'on appelle des signaux faibles, qui sont collectés en temps réel sur l'ensemble des postes de travail du groupe à travers le monde, afin de pouvoir éventuellement anticiper un souci, anticiper un dysfonctionnement ou anticiper un arrêt du système d'information. Et donc c'est en évitant ce genre d'incident que l'on va améliorer, la pertinence de nos outils, la qualité de vie au travail, ce qui est essentiel dans un contexte actuel un peu perturbé, mais également pouvoir améliorer ce qu'on appelle la productivité de nos collaborateurs. Puisque, au fin du fin, le poste de travail est l'outil de travail. C'est ça. Et alors, vous faites la distinction entre informatique de gestion et informatique industrielle, une distinction qui est importante pour vous. Je veux bien que vous reveniez un instant dessus. Elle est assez importante parce que ce sont deux cultures différentes. Le monde industriel a l'habitude des mesures pour pouvoir collecter l'information pour la traçabilité de nos produits vis-à-vis du consommateur, mais également mesurer l'efficacité de nos chaînes de production, alors que dans le monde de l'informatique de gestion, c'est quelque chose d'assez nouveau. Le fait de dire nous allons pouvoir mesurer en temps réel ce qui se passe techniquement sur votre poste de travail est quelque chose qui peut sembler perturbant pour l'utilisateur. Il y a un sentiment d'appropriation du poste de travail et de savoir qu'effectivement les systèmes techniques sont mesurés en temps continu. Il y a un sentiment de gêne qui peut du moins apparaître au sein de la communauté et des employés. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éducation, beaucoup de communication et tout ceci se fait avec la communauté RH dans tous les pays. Alors nous avons ici un CTO qui nous parle de données de consommation et qui nous parle de ses collègues au RH. Une question pour Christophe.
Christophe, vos interlocuteurs principaux, ce sont les DSI et les CTO. Alors historiquement, dans le vocabulaire métier, on parlait de tuyaux, on disait que le DSI était celui qui se chargeait des tuyaux. Et puis de plus en plus, on se rend compte finalement que comme Dominique, le DSI commence à s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur des tuyaux, donc au contenu des données qu'ils véhiculent. Est-ce que c'est un phénomène que vous confirmez sur le terrain ? Est-ce que de plus en plus de vos clients travaillent main dans la main avec des DRH, par exemple? Absolument. Donc c'est quelque chose, c'est une donnée essentielle du domaine. Donc nous, on est des spécialistes de l'expérience utilisateur, de l'amélioration continue de cette expérience digitale et vis-à-vis des collaborateurs. Et finalement, l'expérience, elle ne vaut que par la capacité qu'a un utilisateur ou un employé à interagir avec un système d'information. Mais finalement, le tuyau, il ne le voit pas. Lui, ce qu'il voit, c'est ce qui lui est présenté. Donc, et l'usage qu'il fait des services IT qui sont là pour, quelque part, véhiculer cette information, si c'est quelque chose qui est dégradé, si c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant, on a un impact immédiat sur l'efficience de l'employé. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que finalement, pour arriver à ce constat-là, il faut être en capacité, comme le soulignait Dominique, de pouvoir mesurer afin d'analyser et de manière à agir. Et c'est de ça dont on parle. Donc, par rapport à cette approche et vis-à-vis par exemple, de consommateurs de l'information que peuvent être un DRH, que peut être un DAF, que peut être n'importe quel un patron de la production industrielle, il est pour lui indispensable de pouvoir se fier à cette efficience de façon à ce qu'il puisse finalement rendre compte que les tâches qui lui sont demandées d'opérer sont correctement accomplies avec l'efficience, encore une fois, du collaborateur qui est en charge. Très bien. Vous aviez utilisé la métaphore qui était d'allumer la lumière. Votre travail consiste à allumer la lumière pour mettre en valeur les données d'usage et notamment le fait que la plupart des entreprises soient suréquipées aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui, le sujet des DSI, ce n'est pas un problème d'équipement, c'est un problème finalement d'être en mesure de pouvoir délivrer le bon service à la bonne personne avec la bonne qualité. Et depuis assez longtemps, les directions informatiques ont équipé, bien évidemment, leur système d'information de tout un tas d'outils pour mesurer les applications, pour mesurer l'efficience du data center, pour mesurer l'efficience ou la déficience de tel et tel composant réseau, etc., et de pouvoir l'identifier rapidement. Donc, par contre, au niveau de l'usage et de l'interface du système d'information avec l'employé, savoir comment l'employé lui-même, l'utilisateur, réagit ou est impacté par un dysfonctionnement ou par un problème, ça c'était quelque chose qui n'était absolument pas mesuré. Et c'est là-dessus qu'on a allumé la lumière en mettant en place donc, une captation d'un certain nombre d'éléments techniques en continu, permettant d'analyser, comme le soulignait Dominique, les signaux faibles et de passer de quelque chose de réactif à proactif en fonction des analyses qu'on est capable de faire et de pouvoir également corréler ce set d'informations avec le sentiment des utilisateurs. Savoir comment est-ce que c'est perçu. Est-ce que je vous ai bien rendu le bon service? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez bien reçu la bonne information, le bon patch, la bonne commande vous permettant d'être, encore une fois, efficient? Très bien. Avec cet enjeu supplémentaire finalement qu'a représenté le télétravail, puisque vous êtes amené à mesurer non seulement dans un environnement connu qui est celui de l'entreprise, mais en plus à aller chercher des données qui proviennent du domicile de chacun des collaborateurs et qui, pour partie, échappent au contrôle de l'entreprise. C'est effectivement le nouveau défi des équipes informatiques, parce qu'on adore pouvoir maîtriser l'environnement informatique, que ce soit du poste de travail jusqu'au data center et les réseaux. Et là, dans les 2 dernières années que nous avons tous vécues, le télétravail a été cette nouvelle donne qui a fait qu'à un moment donné, on devait assurer le même niveau de support, même quand les gens étaient chez eux, mais sans pouvoir maîtriser la box Internet, le Wi-Fi de la maison ou de l'appartement. Et c'était ça le nouvel enjeu. Et c'est exactement ce que les RH sont venus nous réclamer également,
puisque tout le monde s'est aperçu que le questionnement des collaborateurs augmentait. Comment j'arrive à bien me connecter, quand je fais un Teams, un Zoom, j'ai besoin d'avoir une bonne caméra, j'ai besoin d'avoir de bons haut-parleurs. Donc tout d'un coup, l'environnement de travail et la qualité de l'environnement de travail a été un véritable enjeu dans la dimension home office. Et donc les équipes RH sont revenues très rapidement vers les équipes techniques afin de pouvoir aussi être en capacité d'identifier les dysfonctionnements, mais également apporter une mesure de l'efficacité que l'outil informatique, quand il est transposé dans le domaine de la sphère privée, a toujours vis-à-vis de la dimension bureau. Et donc ça, c'est une nouvelle donne, et avec ce que l'on voit, risque de devenir le nouveau normal, et donc ces nouveaux outils de mesure se projettent également dans la sphère privée sur le poste de travail. Entendu. Donc si je résume, mesurer pour factualiser les débats, pour analyser et pour agir en conséquence, avec un enjeu très fort qui est l'adoption des outils. Alors pour conclure, j'aimerais vous entendre tous les deux et j'aimerais que vous désigniez un sujet clé pour les DRH qui nous écoutent, un sujet sur lequel, à votre avis, il faut passer un peu de temps quand on s'intéresse au futur du travail. On va commencer avec vous, Christophe. Un des éléments essentiels qui est souvent retenu et qui est mis en avant, c'est par les DRH et par les entreprises, c'est la capacité à pouvoir embrasser une politique RSE qui inclut un Green IT de plus en plus performant. Ça passe par des capacités à pouvoir être plus économe sur la façon dont on va renouveler ses parcs informatiques. Ça va passer par la notion d'effacement de la dette technologique, où je vais pouvoir me passer d'un certain nombre de choses que j'ai acquis au fil du temps ou que j'utilise et qui sont tout bonnement soit inutiles, soit pas utilisées. Et donc qui concourent à finalement passer vers une sobriété numérique qui se traduit également en sobriété économique et qui a un impact direct sur les collaborateurs qui sont en quête de sens par rapport à ce type d'approche, parce que pour eux, c'est fondamental. Je ne sais pas ce qu'en pense Dominique, mais il me suppose qu'au sein de Savencia, ce sont des choses qui sont également abordées. C'est exactement ça, c'est-à-dire que les nouveaux talents, c'est-à-dire qu'arrivent avec leur questionnement sur la mission de l'entreprise, la mission qu'il y aura à faire en tant qu'individu au sein de l'entreprise, et à partir de ce moment-là, l'environnement de travail, le fait d'avoir une politique RSE qui soit visible, communicable et facilement partageable, donne du sens à la mission de chacun. Et la partie IT contribue en expliquant que les éléments que l'on met à disposition seront moins souvent remplacés parce que c'est au moment de la fabrication qu'effectivement l'empreinte carbone est majeure. Et donc, en donnant ces explications ou en poussant les gens à éteindre leurs équipements, fait que le collaborateur mesure l'impact et la politique qui existe au sein de l'entreprise et également au niveau de la dimension IT et digitale. Très bien. Merci à tous les deux pour ces bons conseils. Merci de nous retrouver. Alors, Christophe, finalement, on peut dire que c'est vraiment la data d'usage qui rentre dans les outils de pilotage du DRH aujourd'hui. Entre autres, pour la DRH, tout comme pour toute autre fonction de l'entreprise, mais il est clair qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est, comme on dit vulgairement, data-driven, où tout se collecte pour tout analyser et pour ensuite agir de façon ciblée. Alors ça sert à quoi dans le cas de figure qui nous occupe et la relation qu'on peut avoir avec une DRH? Aujourd'hui, une DRH va être certainement intéressée pour interroger son directeur informatique et comprendre de quelle façon les personnes peuvent être mieux engagées au sein de l'entreprise. Et c'est d'autant plus important que les habitudes de travail, comme on l'a évoqué précédemment, sont en mutation complète et que cette hybridation du travail implique qu'on a un éloignement, on a une capacité différente d'atteindre le collaborateur et de savoir comment il se comporte dans son engagement. Parce que le sujet que l'on a, sans parler d'aspect purement productiviste, la DRH se pose la question de savoir est-ce que finalement l'employé trouve un sens à ce qu'il fait, et s'il trouve un sens à ce qu'il fait parce qu'il doit agir avec un système d'information lui permettant d'accomplir sa mission, donc de donner du sens à ce qu'il fait,
Ben, si on s'aperçoit qu'il est mal engagé parce qu'il y a une déficience ou des dysfonctionnements, ben, naturellement, qu'est-ce qui se produit? On va altérer la confiance, on va avoir une frustration qui s'installe, et puis on va provoquer des questionnements. Et comme le disait tout à l'heure Coralie, ce qu'on appelle le big quit aux US, bah, correspond à cela. Des gens qui ont pour habitude d'avoir un engagement massif vis-à-vis de l'entreprise et qui passent par un volet technologique pour pouvoir accomplir leur mission, s'ils ne peuvent pas le faire, et bien, automatiquement, ça crée des failles et ça crée effectivement certains traumatismes. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais effectivement, à partir du moment où les outils sont utilisés, il y a déjà, au moins, on est assuré d'un non-décrochage du collaborateur, enfin, notamment. D'une part, on est assuré d'un moindre décrochage. On a capacité surtout à pouvoir comprendre ce qui se passe et d'agir vis-à-vis de lui. Donc, c'est-à-dire que quelque part, une fois qu'on détecte quelque chose, on a capacité ensuite à rentrer en contact avec la personne, la questionner, comprendre ce qui se passe et finalement être curatif et être proactif. Sa notion d'action, alors encore faut-il quand on est manager de pouvoir avoir la bonne action sur ce type d'approche. Et alors Coralie, on a des questions très concrètes hein, sur où est disponible le score, est-ce que la méthodologie est partageable, donc je pense qu'avec Florence on mettra à disposition l'information. Moi, je voudrais revenir sur la poursuite de l'échange, sur cette logique de désilotage des organisations. Ceci, au sein de l'Alliancy, on travaille avec les DSI depuis pas mal de temps, plus récemment avec les DRH, et on voit que des fois les problématiques de discours, de sémantique, de compréhension peuvent freiner des projets en termes d'appropriation. Donc Dominique, là on voit que vous avez à travers votre réalisation réussi à aligner tout le monde autour de cette démarche. Est-ce que ces problématiques de silotage étaient concrètes, ont eu lieu chez vous? Le silotage, il peut être vu à différents niveaux. Il y avait déjà la culture locale, la culture nationale, le fait dans certains pays que vous demandiez à mesurer la qualité et la performance des postes de travail, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent, alors que chez d'autres, il y a immanquablement la dimension personnelle, RGPD qui compte immanquablement. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas forcément des silos auxquels nous avons dû faire face, c'est plutôt comment appréhender la culture locale de nos filiales et pouvoir adresser ce sujet-là qui avait été vu avec la DRH du groupe. Et ensuite, nous avons pu expliquer aux différentes DRH ce que nous amenions en termes de mesures, d'outillage et pour quelle finalité, ce qui est toujours important de donner du sens aussi dans les apports de l'IT. Et donc, c'est plutôt une dimension culturelle auquel nous avons dû faire face. Coralie, tu voulais relancer sur d'autres points? Oui, vous avez parlé tous les quatre d'automatisation. Alors c'est quelque chose qui est souvent connoté négativement. Dans le pire des cas, on l'associe au remplacement de l'humain, voire à la négation de l'humain, enfin en tout cas de la partie humaine de la tâche. Et donc c'est quelque chose qui potentiellement, au fur et à mesure que ça se développe, peut être amené à donner l'impression qu'on va encore une fois casser du sens. En vous écoutant, j'ai aussi entendu qu'il n'y avait pas que ça, il y avait aussi pas mal d'aspects positifs. Je pense que ça vaut le coup qu'on s'attarde un petit peu sur ce sujet-là, qui est compliqué, et que je vais donc confier d'abord à Rémi. Et puis n'hésitez pas à échanger entre vous sur ce sujet-là, à vous passer le ballon. C'est vrai que ça peut faire peur, l'automatisation. Moi, quand j'abordais il y a quelques années ce sujet avec des COMEX, des CODIR, c'était sous l'angle de la performance. Quand j'allais dans un technicentre ou plutôt sur le terrain, j'y allais un peu avec hésitation. Et en fait, les retours, c'était tout de suite « Ah mais enfin on va me libérer des reporting, enfin on va me libérer. » Alors voilà, je parle d'un certain type d'automatisation, la RPA notamment, qui permet d'éviter toute la partie transactionnelle, qui n'est pas forcément à valeur ajoutée pour un travail humain. La difficulté, en fait, c'est pas l'automatisation en soi, elle a toujours quelque part été là. C'est comment on s'adapte à ça et qu'est-ce qu'on propose d'autre à la place d'eux. Et je crois qu'il y a ça, et puis il y a ce fantasme même que c'est assez binaire, c'est 0 ou 1, c'est-à-dire que le robot va remplacer l'homme. Mais non, il ne remplace pas l'homme. Il va remplacer X% de la tâche ou de son poste. Un comptable, je pense que dans 10 ans, il s'appellera toujours un comptable, sauf que s'il ne sait plus traiter la data, etc., le métier va évoluer à 80%. Voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je n'en sais
je ne peux pas répondre. Mais il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer et c'est aussi une opportunité pour aller sur des choses, moi je pense, que jamais le robot ne pourra faire, ou beaucoup moins bien. Et là, c'est la partie, on en parlait du care, on parlait de l'émotion, on parlait des soft skills, enfin voilà, tous ces enjeux. Alors, un robot, voilà, un robot, ça fait ce qu'on lui demande de faire. Ah, voilà. Alors, sur les sujets, on remarque, parce qu'on a fait beaucoup de chantiers éditoriaux sur le thème de la culture client, qui a été associé directement à l'engagement collaborateur. Donc, effectivement, sur tous ces sujets de culture, d'automatisation, enfin, on va bien dans un parcours client qui a un certain nombre d'avoir la bonne information pour le collaborateur. C'est des choses que je suppose, qui rentrent dans cet enjeu. Je souris parce que une fois j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait, et il était directeur de 360, et donc il était DRH et directeur client en même temps, et il appliquait les mêmes processus aux collaborateurs et aux clients. Et c'était il y a très très longtemps. Et je trouvais cette approche assez géniale dans la manière d'aborder les process, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, mais ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça. On revient sur le sujet du silotage des organisations et sur ces sujets-là, effectivement, la partie. Mais c'est demander à un RH quel type de PC ou quel matériel informatique il donne quand il embauche quelqu'un. Je serais très curieux d'avoir les réponses. Je ne demande pas le nouveau X machin, mais concrètement, est-ce qu'un RH sait ce qu'on donne à un collaborateur qu'on embauche? Et inversement, est-ce que l'IT connaît L'idée, c'est qu'on leur donne envie de venir, peut-être effectivement que… ça fait partie. Maintenant, avant, c'était un peu en option, enfin, il n'y avait pas le choix au catalogue. Maintenant, moi, j'ai des questions, on a des questions de type, est-ce que vous êtes sur environnement Mac? Comment ça se passe? Voilà, ce sont des questions que posent les collaborateurs. Moi, Christophe, une réaction peut-être sur ça? Oui, c'est essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, un collaborateur qui arrive, surtout s'il appartient à une génération qui sort de l'université ou qui a une expérience encore assez… J'ai cru que tu allais dire qu'il n'était pas la nôtre, mais… Par extension. Mais finalement, il va être plus intéressé par avoir la configuration de son Mac en fonction de la mission qui lui est proposée que de savoir s'il y a une table de ping-pong ou un baby-foot. C'est quelque chose qu'il faut quand même commencer à gommer l'esprit des gens, c'est que les jeunes qui arrivent dans l'entreprise ont un niveau d'exigence lié à des expériences qu'ils ont à titre personnel, qu'ils veulent bien évidemment revoir dans l'entreprise et s'assurer que cette entreprise va être capable de pouvoir les conforter, parce qu'il s'agit de leur job et ils sont extrêmement attachés à ça. Je suis Dominique, c'est passionné ce qu'on appelle aussi le onboarding, je crois. Enfin, c'est des sujets qui… Mais c'est vrai que, du moins, Christophe a raison, c'est les jeunes talents nous réclament d'avoir l'œil sur leur configuration. Ils vont challenger la configuration qu'on va leur proposer, voire même à un moment donné nous poser des questions, mais du moins, on peut leur rétorquer que telle configuration est beaucoup plus chère. Et ils vont nous dire, mais moi, c'est ce que j'avais effectivement à l'école d'ingénieur, en université ou dans ma scolarité. Et à ce moment-là, on se retrouve, je ne vais pas dire démunis, mais à devoir expliquer que c'est comme ça, parce que nous-mêmes, du moins la transition ou ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, on s'est fait challenger, l'environnement de travail a été transformé, a été bouleversé, et on n'a pas remis trop en cause certains éléments. Et en particulier l'IT, on a doté de plus en plus d'outils portables l'ensemble de nos collaborateurs pour pouvoir travailler en home office, mais effectivement sur des configurations, la dimension qualité sonore, qualité ou même la taille de l'écran. La taille de l'écran, peut-être qu'à un moment donné, on doit revoir ce genre de choses pour avoir des écrans un petit peu plus grands, parce qu'il est en capacité d'être déplacé à la maison et d'avoir un écran qui nous permette de mieux voir. Les Teams, les Zooms ont exacerbé un certain nombre de nos sens, et la fatigue physique, puisqu'on en parle comme ça, de ces multiples échanges digitaux, on voit bien qu'à un moment donné, la qualité de l'environnement du poste de travail, avec des écrans plus grands peut-être, est quelque chose à reprendre, à revoir. Et donc ces jeunes talents viennent avec l'ensemble de leurs questions, et là, c'est le début éventuellement d'une transformation qu'on doit adresser assez rapidement. On essaie de faire vite, mais à ce moment-là, on a encore de nouvelles questions en face de nous. Coralie, on a discuté aussi avec pas mal de grandes organisations, des fois très pyramidales. Alors, on en a effectivement qui disaient qu'on en demande beaucoup aux salariés, surtout depuis ce travail à distance, et que
tout le monde n'était pas une capacité d'être autonome, auto-entrepreneur ou intrapreneur, qui est un concept. Comment aujourd'hui on arrive à rationaliser tout ça vis-à-vis à l'échelle de grandes organisations? Enfin, est-ce que vous avez des clés de lecture? Alors je pense avec difficulté, parce que si on en croit le résultat de nos études, les salariés des grandes entreprises trouvent significativement moins de sens à leur travail que les salariés des petites entreprises, toutes choses égales par ailleurs. Donc il y a un vrai souci, je pense, dans les grandes entreprises de sens du travail. Donc voilà, il faudrait explorer plus avant. Je pense que ça tient au changement dont j'ai fait mention, qui concerne plus souvent les frontières des groupes, et donc des grandes entreprises. Ça tient peut-être aussi à une forme de datafication du travail, j'ai du mal à le dire, mais vous voyez, lorsque finalement l'organisation du travail est très standardisée, et donc l'empire, en fait, l'emprise et l'empire des datas sur le travail peut être aussi assez mortifère. Si vous permettez, je voudrais juste rejoindre aussi la question de l'automatisation, parce que dans une étude antérieure sur innovation et qualité de l'emploi, j'ai travaillé donc sur cette question d'automatisation. Et alors l'automatisation, elle peut ne pas du tout libérer le salarié, mais au contraire retirer la part, je dirais, humaine presque du travail, si l'on pense par exemple aux ouvriers de la manutention dans les entrepôts très automatisés, je ne citerai pas de marque, hein, où le voice speaking finalement qui consiste donc à téléguider un opérateur avec un casque pour qu'il aille avec son chariot chercher les colis dans les rayons, finalement réduit l'homme à un appendice de la machine d'une certaine manière. Mais à contrario, on a aussi vu des expériences très intéressantes dans les réseaux bancaires, hein, où la digitalisation des process permettait aux conseillers bancaires dans certaines organisations de libérer du temps pour pouvoir finalement travailler sur leur portefeuille client, recontacter les clients et apporter finalement une dimension plus qualitative au travail, puisque, encore une fois, l'automatisation les avait libérés de demandes chronophages, de renouvellement de cartes ou de chéquiers ou de choses comme ça. Donc je pense que ce n'est pas, comme vous le disiez, l'automatisation en soi qui est bonne ou mauvaise, c'est vraiment comment les organisations s'en emparent. Hein, et qu'est-ce qu'elles mettent en place, hein, derrière ça. On est dans l'art de Florian, qui est plutôt qu'automatisation, parlons d'industrialisation de l'informatique de gestion, qui à l'heure actuelle est encore beaucoup de l'artisanat. Donc je pense que peut-être certains d'entre vous auront envie de revenir sur cette remarque. Florence? Oui, alors quand on avait préparé cette soirée, vous m'aviez tous les deux, Rémi et Coralie, indiqué combien le sujet était politique. On est en pleine campagne électorale, donc je pense que c'est le moment d'adresser un message à nos candidats. Non, plus sérieusement, je pense que c'est le moment d'expliquer en quoi c'est politique. Je veux bien vous entendre tous les... C'est-à-dire il y a des choix, il y a des choix à faire. Donc où est-ce qu'on la met? Pourquoi? Est-ce que ça a un sens? Comment on le fait? Avec qui? Voilà. Donc pour moi, ça s'appelle politique au sens large. Des choix qui restent très humains et donc dont plusieurs directions devraient s'emparer collectivement, c'est ce qu'on disait juste avant. Après, on pourrait aussi développer, mais aussi les humains ont le choix. Le big quit, la démission, c'était aussi un acte politique pour moi. Mais au politique au sens large, hein, attention, hein, je ne veux pas politique au nom de parti, etc. C'est vraiment, on remet... le côté, la cité, enfin voilà, est-ce que des contributions utiles, etc. Aller au travail, pour le coup, vraiment physiquement au bureau, etc., ça devient aussi un acte politique. Enfin, ça consomme, qu'on voit le prix de l'essence, etc. Donc voilà, est-ce que j'y vais à pied, en vélo, est-ce que j'y vais en mobilité douce, en voiture? C'est des choix. Voilà. Vous regardez les parkings, vous voyez très bien. Voilà, il y a plein d'idées qui me viennent. C'est pour ça que je veux parler de politique. Je ne veux pas juger... d'un point de vue vraiment politique, élection électorale. Voilà. Mais le travail est éminemment politique. De toute façon, tous les sujets qui tournent autour du travail le sont. Mais c'est pas une mauvaise chose. Enfin, je ne sais pas. Mais je partage effectivement l'idée que ce n'est pas une mauvaise chose. On peut s'étonner d'ailleurs que le travail soit aussi peu présent dans la campagne électorale. On n'entend pas parler de travail, alors que pourtant, voilà, on est tous très préoccupés par ça. Et j'ai envie aussi de reprendre ce que vous avez dit, c'est-à-dire c'est une question de choix. Il y a des choix.
Le progrès technologique, l'automatisation, ça n'est pas inéluctable de savoir où on met le curseur, comment on s'organise autour de ça. Et donc, il y a des choix organisationnels. Où sont-ils pris? Par qui? Qui peut intervenir? Donc voilà, il faut, je pense, enfin, un des leviers de la question politique du travail, c'est où sont ces sujets, sont-ils débattus et par qui? Pourquoi, par exemple, sur des process polluants qui dégradent l'environnement, pourquoi les riverains n'auraient pas aussi à discuter de ce que fabrique une entreprise et de comment elle le fabrique? Donc il faut réfléchir. Alors il y a beaucoup de travaux là-dessus, d'économistes, de philosophes, sur les modes de gouvernance des entreprises, la gouvernance par le bien commun, par exemple, mais aussi des économistes qui s'intéressent à comment on mesure la richesse produite, pourquoi finalement rabattre la mesure de la richesse sur le produit intérieur brut. Est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer d'autres paramètres qui prennent en compte le bien vivre? Voilà. Donc tous ces sujets-là sont éminemment politiques, au sens où ils intéressent la cité, et je pense qu'on aurait tous intérêt à s'en emparer. En tout cas, pour ramener le sujet à l'échelle des organisations, le fait de pouvoir ouvrir les enjeux, enfin la créativité et de sortir un peu de ce prisme trop technocentré est un levier d'innovation évident. Christophe, je voyais que tu voulais réagir à la remarque de... Non, mais je suis d'accord pour dire qu'effectivement le travail est politique, mais je voulais en fait réagir à ce que disait Coralie au début de l'émission, où vous aviez parlé de cette notion de score, du sens du travail, qui est quelque chose qui part par nécessité, quelque chose qui se mesure. Et effectivement, c'est quelque chose que nous, enfin, non pas qu'on le copie, mais on a cette approche-là également de comprendre. Enfin, les DSI aujourd'hui sont à la recherche de ce qu'on appelle la mise en place de scores sur un certain nombre de thématiques concernant l'expérience du digital perçue par les employés, par les utilisateurs. On a ce qu'on appelle, et je pense que chez Savencia vous l'avez peut-être mis également en place, la notion de Digital Experience Score, qui, sur un certain nombre d'axes d'analyse, est capable de collecter un certain nombre de data et de donner un état de l'usage, de la façon dont l'expérience a été ressentie. Et ça implique également des notions d'enquête, ce qu'on appelle pudiquement dans le domaine anglo-saxon les Employee Net Promoter Score Survey, qui permettent effectivement de mesurer, de capter cela et de pouvoir effectivement ensuite le restituer et donner des sources d'amélioration et de progrès. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et dans ce sens également, c'est quelque chose qui... Là, c'est peut-être une question pour vous, Rémi. Dans la mise en place de ce type de choses, quelle est la part des partenaires sociaux dans cette capacité à faire évoluer les choses? Joker. Ouais. Un peu Joker. Après, comme tout, enfin... Ça peut être une source de... Je ne vais pas parler au nom de SNCF sur ce point-là. Ouais. Je pense qu'il faut, comme Coralie l'a dit, il faut associer l'ensemble des parties prenantes. Donc ça peut être la commune, enfin la ville, etc. Et souvent, on délaisse les partenaires sociaux. C'est une formule, mais on a aussi la relation syndicale ou voilà, le débat social qu'on mérite. Et ben, je pense que plus on les associe aux décisions, moi j'avais commencé à travailler avec eux sur les sujets d'automatisation, parce qu'ils sont aussi conscients de l'impact, par exemple sur les emplois, etc. C'est des sujets qui les intéressent fortement et pas forcément dans une logique d'opposition. Donc voilà, il y a toujours un peu une crainte, ça se négocie, voilà. Mais je pense qu'il faut les impliquer le plus en amont possible. Ça aura d'autres échanges peut-être d'ailleurs. Mais c'est en mon nom personnel, enfin comme. Non, mais alors, par contre, il y a quand même un point d'éclairage que vous avez qui est intéressant, c'est toute la dimension servicielle que vous développez autour d'un environnement du siège de l'activité que vous avez décrite. Effectivement, c'est quand même l'implantation dans le territoire, la gestion des flux. Enfin, c'est aussi un moyen aussi d'amener d'autres réflexions sur économique, l'usage. Oui, tout à fait. On voit que ça a souvent crispé avant, et on voit qu'on ne veut pas revenir forcément à avant dans beaucoup de sujets. Ces sujets, justement, quand on explique, par exemple, le scoring de l'utilisation, de la satisfaction, etc., quand on explique pourquoi, à quoi ça va servir, etc., c'est un peu comme la RGPD, comme notre relation à la data en général.
Au début, ça fait un peu peur parce qu'on se dit voilà, et puis au final, peut-être qu'il y a des avantages, et c'est là où ça va devenir très intéressant pour moi, c'est qu'on va aller jusqu'à la personnalisation. C'est-à-dire que pour l'instant, on met des outils un peu communs, et puis on voit ce qui se passe, etc. Et puis petit à petit, voilà, moi j'ai envie d'avoir tel workplace, j'ai envie d'avoir tel outil. Voilà. Comment on arrive à concilier ses besoins individuels avec les besoins collectifs, d'économie, de rationalisation, etc. Et comment on fait matcher les deux. Et les organisations qui y arriveront sur beaucoup de sujets, pas que ceux qui nous occupent ce soir, à mon avis, ce seront elles qui sortiront gagnantes, qui permettront aux collaborateurs de s'exprimer et de s'épanouir, et en même temps de défendre leurs intérêts. Et c'est elles qui attireront aussi, et là on va revenir à ce que vous disiez, ces notions d'engagement, de valeur, etc., et qui sont aussi éminemment politiques pour moi. Voilà. Et c'est très difficile, mais on n'en est qu'au début pour moi. Mais voilà, si on peut éviter les grands plans de déploiement, etc., mais je pense qu'on voit tous, ça marche beaucoup moins bien qu'avant. Le concept de personnalisation existe depuis très longtemps dans le monde du retail, justement pour pouvoir segmenter et adresser finement les consommateurs. Effectivement, au niveau des entreprises, on applique déjà la métrologie, la mesure d'un certain nombre d'indicateurs, mais la dimension segmentation, personnalisation, vous avez indiqué la partie poste de travail. Éventuellement, on pourra parler de l'environnement complet, du siège, des couleurs, ce genre de choses. Et donc, toutes les parties prenantes de l'architecture, des services généraux, de l'IT, des RH et les managers d'une manière assez générale, oui, on ira certainement vers une personnalisation de notre environnement. Florence, on arrive à l'issue de l'échange. Alors que nos invités voulaient peut-être... Oui, malheureusement, il nous reste 10 minutes, donc je vous propose de vous les partager et de terminer par un conseil pratique pour nos spectateurs. L'idée étant qu'ils puissent fermer la fenêtre de visio avec un conseil qu'ils pourraient appliquer quasi immédiatement demain. Rémi ? Qui se lance ? Rémi est à côté de moi, donc ça tombe toujours sur Rémi. Mais on parlait de personnalisation, je pense que pour un manager c'est assez important. Il ne va plus pouvoir gérer une équipe comme avant. C'est plus le respect du processus, c'est aussi les attentes de ses collaborateurs. Et donc elles vont être de facto diverses et variées. Donc c'est trouver ce subtil équilibre dans l'hybridation entre des besoins individuels, collectifs, présentiels, distanciels, tout ce que je pense chacun vit actuellement. On parle beaucoup de valeurs, de quête de sens, et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Coralie, parce que ça permet un peu de remettre du sens. Il y a le sens au travail, le sens du travail, c'est des vrais sujets. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, parce qu'il faut quand même finir par une citation. J'avais lu, c'était Ben Horowitz, donc c'est un grand VC dans la Silicon Valley, et qui disait « Les valeurs, c'est pas ce que vous affichez sur les murs, c'est pas ce que vous dites, c'est même pas ce que vous croyez, c'est ce que font les gens quand vous n'êtes pas là. » Voilà. Donc il y en a qui travaillent et il y en a qui ne travaillent pas. Voilà. J'ai une transition pour Coralie, qui va me dis-moi, c'est... Phrase comme ça. Elle n'est pas de moi. Elle n'est pas de moi. Je ne me sens pas très légitime pour donner des conseils au DRH. J'espère que nos études, en tout cas, vous pourrez vous les approprier et qu'elles pourront vous donner des idées. Je voudrais quand même revenir sur cette chose que j'ai déjà dite, mais sur la manière dont les changements organisationnels récurrents perturbent les collaborateurs et leur font perdre le sens de ce qu'ils font. Et a fortiori quand ces changements organisationnels ne sont pas discutés, débattus, présentés aux collaborateurs. Et ça vaut notamment pour tous ces processus de digitalisation, etc. Je pense que considérer le collaborateur et échanger, avoir des débats sur le travail et la qualité du travail, pouvoir utiliser ça comme levier pour finalement donner du sens au travail, ça me semble extrêmement important. Voilà. Ce n'est pas un conseil peut-être très pratique, mais c'est une piste. Après, côté pratique, on va mettre le lien sur le score dont vous avez parlé. Et le document de travail. Très bien. Dominique. Alors moi, ce que j'aimerais partager, c'est une conviction. Effectivement, une conviction, et je rejoins ce qu'on a dit sur l'automatisation, sur la personnalisation. Mais face à un monde, un environnement de travail qui s'est transformé dans de grandes dimensions et qui va continuer. L'adjectif que j'employais au début de l'émission, c'était adaptatif. Et on en est qu'au tout début, c'est notre capacité à être agile, à être adaptatif dans ce qui nous est réclamé, dans la gouvernance, dans la manière de faire en sorte que effectivement l'employé se sente bien. Donc ce qui est important, c'est de savoir identifier très rapidement ce qui compte pour l'employé. Ce qui compte,
lui donner du sens, sa capacité à agir au sein de l'entreprise, dans éventuellement l'écosystème large de l'entreprise, et à contrario, pouvoir identifier ces freins qui vont empêcher tous ces éléments. Et donc ça, c'est hyper important. Et donc dans un monde qui est de plus en plus connecté, pouvoir analyser ou mesurer l'expérience digitale de chacun, que ce soit au bureau ou à la maison, en distanciel, ça va devenir un enjeu très très fort des entreprises. Et donc c'est mon conseil ou ma conviction, c'est que l'ensemble des DRH puissent aussi se rapprocher de la partie IT pour pouvoir enclencher ce type d'analyse. Christophe, on ne pourrait pas faire une meilleure transition. Je rebondis absolument sur les propos de Dominique. Et effectivement, moi, c'est plutôt un message que j'adresse à nos amis DRH, c'est finalement d'aider le département IT, la DSI, à avoir le bon toucher de balle pour communiquer en interne et expliquer qu'effectivement, la mesure de l'expérience utilisateur, ce n'est pas du flicage, ce n'est pas quelque chose qui est généré par l'autonomie qu'on donne aux uns et aux autres et l'éloignement qui en découle, mais finalement, c'est ni de la défiance, ni de la surveillance, c'est simplement avoir cette capacité à pouvoir accélérer les processus de transformation numérique qui sont en train de se mettre en place et effectivement de rendre cette transformation digitale le sous-jacent de la performance future de l'entreprise et donc des collaborateurs qui y participent. Et ça, c'est essentiel, parce qu'on est avant tout dans un discours qui doit être compris et qui est peut-être mieux porté ou conjointement porté par la DRH à destination des salariés et des employés et des utilisateurs. Voilà. Très bien. Merci à tous les quatre. Sylvain, je ne sais pas si on a le temps pour des questions ou si... Alors, on est dans le timing, mais on en a déjà posé pas mal. Donc, on va surtout remercier tout le monde. Merci à tous les quatre. Et puis, si nos spectateurs ont d'autres questions à poser, ils peuvent nous les transmettre et puis on fera suivre. Alors, et puis, comme on le soulignait, Florence, vous retrouvez maintenant une nouvelle rubrique, Futur du travail au sein d'Alliancy. Alors, déjà des portraits qui commencent à être publiés et un chantier qui va être qui est assez ambitieux pour nous cette année sur le thème. Tout à fait. On est très preneurs d'échanger avec vous, DRH et managers, pour comprendre quels sont vos besoins et vos priorités. Donc, contactez-nous pour tous ces sujets-là. Et notre ambition, c'est de contribuer au désilotage de ces organisations et d'apprendre effectivement à créer des passerelles entre DSI, DRH et puis tous les autres métiers. Parce que la clé de succès, je crois que c'est le désilotage, on l'a dit, et la connaissance des usages, notamment, mais pas que, mais déjà le fameux cockpit des usages du DRH. Absolument. Merci à toutes et tous. À très bientôt pour de nouvelles sessions Alliancy Insight. Et puis, le générique va être envoyé. Et je vous remercie encore. On peut vous applaudir. Bravo à nos invités. Allez, on est... Et merci à notre audience. À bientôt. Merci. À bientôt, bonne soirée. Voilà. Restez en place. On va faire un petit selfie. Très bien. Alors, surtout Coralie ne peut pas se lever. Donc on va... Non, j'ai retenu.